Donc, dans cette présentation, je vais tenter de mettre en lumière la méthodologie que j'ai établie pour ma recherche-création. Habiter le mouvement, spatialité et territorialité des nouveaux nomades à Slab City en Californie. Pour ce faire, je vais dans un premier temps exposer un peu le sujet puis les grandes lignes de ma recherche pour ensuite spécifiquement rentrer dans l'étude de Slab City où s'est basée ma création. Donc, je me suis intéressée à une nouvelle forme de mobilité. Oui. Donc, dans cette recherche, je me suis intéressée à cette nouvelle forme de mobilité qui est présente aux États-Unis, en Amérique du Nord, mais je me suis basée spécifiquement aux États-Unis dans ma recherche. C'est une nouvelle forme de nomadisme qui fait l'objet du choix d'un nouveau mode de vie, le full-time RVing. Donc, le RVing, c'est le fait de vivre ou de conduire un véhicule récréatif. Le RV est donc le véhicule récréatif. Il peut être tractable ou motorisé. Donc, ça comporte tout type de véhicule récréatif. Ça comprend l'habitat mobile comme la caravane, la roulotte, le camping-car, l'autocaravane, le bus aménagé ou le camion. Donc, c'est vraiment le fait d'avoir un véhicule qui devient l'habitat. Le full-time RVing, c'est donc le choix qu'ont fait des individus de vivre à l'année dans leur véhicule récréatif. On appelle ces individus des full-time RVers ou des full-timers, et c'est donc eux que je vais aller rencontrer. Le full-time RVing, c'est donc une nouvelle forme de mobilité aux États-Unis, mais ça s'inscrit aussi dans une certaine culture de la route qui est présente depuis les débuts de l'histoire des États-Unis, avec la conquête de l'Ouest et la traversée des pionniers au travers des vastes étendues. Après ça, au 19e siècle, on a l'image du hobo qui est véhiculée également. Puis, avec la Beat Generation dans les années 50-60 et le mouvement hippie, avec le célèbre On the Road de Jacques Kerouac qui réveille l'enthousiasme américain pour la route et l'Ouest. Donc, dans les années, en 1996, on a deux anthropologues canadiens, Monsieur et Madame Kuntz, qui vont s'intéresser aux full-time RVers. Et ils ont estimé à peu près entre 2 à 3 millions de personnes qui vivent à l'année dans leur véhicule récréatif. On utilise le mot véhicule récréatif, même si le côté récréatif est un peu étrange, mais bon, je vais conserver ce terme-là. Donc, face à cette quantité importante de personnes, il y a quelques recherches, elles sont assez rares, mais quelques personnes qui sont intéressées à ce mode de vie, notamment Célia Forger, une anthropologue et ethnographe canadienne. Dans son étude, en 2012, elle a suivi une étude ethnographique dont elle dresse le portrait de ces nouveaux nomades dans un ouvrage sur la route, Les nouveaux nomades nord-américains. Elle définit ces personnes comme mobiles tout en restant chez soi. Et l'auteur nous explique que le full-time RVing, en ce qui consiste à vivre à l'année dans un véhicule récréatif, à arpenter les routes nord-américaines. Le véhicule récréatif devient alors l'unique demeure des occupants, les full-time RVers qui ont vendu leur logement et la majorité de leurs biens pour entrer dans le monde du full-time RVing. Le camping à temps plein est le mode de vie fondé sur la mobilité. Je vais ici m'arrêter sur le terme camping à temps plein. Ces individus, ils vivent sur la route, ils vivent mobiles, mais ils vivent des moments de pause, des moments d'arrêt. C'est inévitable, on ne peut pas rouler toute l'année sans s'arrêter. Et c'est ces moments de pause sur lesquels je vais m'intéresser. Ça se matérialise facialement par le campement. Donc, le campement, c'est ce que Michel Agier définit comme des espaces d'altérité qui s'établissent en marge ou hors des villes et qui offrent un paysage visible, accessible, voire fréquentable d'une altérité quelconque.
Et donc, c'est ces campements que je vais essayer de comprendre, puis d'analyser comment spatialement l'habitat récréatif va s'étaler sur le site et s'approprier le territoire d'une certaine manière. Pour ce faire, j'ai ciblé principalement des sites informels. L'idée, c'était ce qu'on appelle site informel, c'est des sites qui n'offrent pas de raccordement à l'électricité, à l'eau, ni au ramassage des ordures, par exemple. Ça nécessite une autonomie complète de la part des individus. Et je me suis intéressée particulièrement au désert américain parce que ce mode de vie est en quelque sorte rejeté par les villes. Il s'installe principalement hors des villes et dans ces espaces vides. Donc, pour aller rejoindre ces différents lieux, j'ai eu la nécessité je me suis donné le challenge aussi d'aménager un autobus. Puis, donc, c'était un premier projet qui a été réalisé avec Robin Cagnon-Carbone puis Chloé Oga. On a donc aménagé un autobus scolaire en habitation motorisée autonome pour partir explorer les différents sites relatifs à la conditions de la vie en mouvement. C'est donc un voyage qui a été établi du 4 octobre au 20 décembre 2017, donc à peu près 3 mois. C'est ça. Au cours de ce voyage, je me suis arrêtée sur différents sites qui étaient plus ou moins informels. Celui qui s'est révélé comme le plus stimulant et en quelque sorte approprié aux problématiques que je m'étais données, c'est Slab City. C'est un site qui est situé au sud de la Californie, dans l'Imperial Valley, à quelques kilomètres de Neeland, 5 kilomètres. C'est le site d'une ancienne base militaire qui a été implantée en 1942 et démantelée en 1946. Au démantèlement de cette base militaire, en fait, a été démantelée en 1945 et la date officielle de fermeture était 1946. Mais pendant cette année de démantèlement, ils ont enlevé tous les bâtiments qu'on voit présents sur la droite de l'image. Et il ne restait que la trame des routes asphaltées et la dalle d'ancrage des bâtiments initiaux. C'est la seule, comme les vestiges un peu de cette utilisation du désert. Et sur cette trame de fond, donc, que sont les routes asphaltées et les dalles de béton, vont s'installer à partir des années 50-55. La date de début est assez floue, de par le manque d'archives et de documents officiels. Mais à travers les témoignages et les documents que j'ai trouvés, on estime à peu près au milieu des années 50. Donc, c'est à peu près à partir de cette début des années 50 que vont s'installer des RVR venus de partout aux États-Unis. Au début, c'était principalement des snowbirds avec l'attractivité de Salton Sea qui est à proximité. C'est un grand lac en Californie. Et au fur et à mesure des années, ces individus vont venir et rester. Donc aujourd'hui, on a cette ville qui grandit et qui fluctue au fur et à mesure des années. Donc ce lieu aujourd'hui qu'on peut entendre scander comme « The last free place in America » est donc largement popularisé, notamment avec l'arrivée des réseaux sociaux, YouTube et toutes ces affaires-là, comme beaucoup de blogueurs puis de monde qui trouvent de l'intérêt pour le côté « last free place ». Et notamment avec Into the Wild de Sean Penn en 2007, il y a quelques scènes qui ont été tournées sur ce site, ce qui a donc porté aux écrans la présence de cette communauté. C'est donc depuis quelques années qu'on voit de nombreux individus de plus en plus nombreux à venir expérimenter la vie à Slab City. On a différents types, on peut avoir différents types d'installations et de temporalité.
On a des vacanciers qui viennent juste pour quelques jours. Il y a beaucoup de curieux qui vont venir prendre des photos et comprendre cette ville anarchique, disons. Puis on va avoir des saisonniers qui reviennent chaque année, qui viennent passer l'hiver. Et on a aussi des personnes qui se sont installées de manière fixe et qui sont devenues sédentaires, en quelque sorte. Donc, c'est donc ce site que j'ai analysé. Je l'ai analysé en 2 temps. À l'échelle du camp, donc à l'échelle globale de la ville, j'ai essayé de comprendre les dynamiques spatiales, l'organisation et les lieux communautaires, l'utilisation des dalles, comment les axes de circulation ont évolué depuis la trame du camp Dunlap. Et après, dans un second temps, j'ai établi une analyse spécifique des campements, donc un regard zoomé sur comment ces individus s'approprient l'espace. Donc, à l'échelle du camp, c'est ça. Donc, j'ai relevé au début plusieurs incohérences dans mes recherches, notamment au niveau des cartographies satellites. Les cartographies sont beaucoup basées sur... elles reprennent en fait la trame du camp initial et elles s'attribuent des noms de rues et des lieux qui ne sont pas forcément la réalité sur place. Par exemple, on voit des incohérences entre Google Earth, Google Maps, où les noms de rues sont inversés. C'est pas toujours, c'est pas une vérité exacte. Donc, dans cette idée-ci, je suis partie de la volonté donc de créer une cartographie qui basée sur la carte initiale du camp Dunlap, a permis de replacer les lieux communautaires qui tiennent un rôle dans la vie de cette ville en devenir, mais également de remettre en avant, on va dire, les imperfections du terrain, la végétation, les campements, même s'ils ne sont pas fixes, c'est comme un regard sur un instant T. Donc, c'est vraiment donner un état des lieux à un moment de cette ville pour une compréhension future. Pour ce faire, j'ai utilisé la marche beaucoup, parce que c'est un site qui se marche. Se déplacer en véhicule est plus contraignant que... Puis ça permet de prendre le temps d'analyser. L'écriture, chaque jour, je me donnais comme exercice d'écrire mes impressions, mes rencontres, les détails qui pouvaient servir la mémoire et l'analyse. Le dessin aussi, pour une meilleure compréhension de l'écrit, des fois ça va plus vite. La photographie, beaucoup, des exercices photographiques comme d'énumérer, de photographier toutes les dalles, photographier les adresses, les délimiteurs spatiaux, essayer de rythmer un peu l'analyse. Et j'avais fait l'acquisition d'un drone avant de partir pour permettre une prise de vue différente, parce que les déserts sont de vastes étendues planes qui ne donnent pas vraiment de hauteur. Il n'y a pas de point de vue haute que celui de l'humain à pied à hauteur d'yeux. Donc la prise de vue en drone me permettait de justement aller au-delà de ma hauteur. Dans une deuxième partie, j'ai analysé donc le campement. C'est à travers des entrevues, je voulais donner la voix à ces personnes qui établissent leur campement pour mieux comprendre. J'ai donc réalisé cette entrevue. Ça c'est à chaque fois, j'ai réalisé un plan. Ces plans avaient pour analyse de considérer la relation à l'environnement, à la ville en général, comment se fait le choix de l'emplacement, puis le rapport à la végétation. Dans une deuxième partie, c'était un regard ciblé sur l'installation stricte, comment l'habitat s'étend sur le site. Et j'ai appuyé ça sur des entrevues filmées qui permettaient pour moi, je trouvais ça indissociable ça nécessite une explication, tous ces documents-là.
ça doit être compris par le vécu de ces personnes. Donc j'ai 7 portraits d'individus qui vivent des temporalités différentes. Lui, il est saisonnier, lui vit à Slab City depuis 1 an. Celui-ci, ça fait 10 ans qu'il vient chaque saison. Il fait partie d'un club de Hervier. Richard a construit sa propre habitation en matériaux récupérés. Robert tient le Internet Café et vit en micro-communauté sur une dalle. Et Flip fait partie du Yes Jesus, qui est une organisation artistique un peu à l'extérieur de la ville. Donc c'est donc l'accumulation, la récurrence et les liens tissés entre chaque exercice qui a permis de tirer des vérités, puis de conclure sur quelle est la vie et l'installation de ces nouveaux nomades aujourd'hui. C'est un peu ça. Merci. Est-ce que tu veux mettre le film pendant qu'on répond, tu réponds à quelques questions? Est-ce qu'il y a des questions pour Marion? Oui. Do you mind if I ask a question in English? I feel like I think better in English than in French. First of all, I thought that the work was really, really interesting, and I guess I have a few questions, not having been there. If you could speak a little bit to the way that people settle in the city in a kind of, when they arrive, say for the first time, how they might go about sort of, setting up camp within the city, whether there's a system that allows for people to sort of pick open spaces, or whether it's a kind of totally, is there a managed way in which that occurs? And I guess the second part of my question is whether you've considered in your representations a way that the sort of time-based quality in which the landscape and the city is always changing, rather than to kind of fix it in a very specific way. I do feel like some of the drawings are very much about freezing a certain moment in time, and whether there's a way in which that could be more broadly represent the changing qualities of the landscape over, several years or several seasons. Parle dans le micro. Oui, dans l'idée, quand tu arrives à Slab City, il n'y a pas de protocole, en fait. C'est censé être libre d'installation. Tu peux t'installer partout. Mais c'est ça que j'ai appris en analysant. Il y a des règles sous-jacentes. En fait, quand tu arrives sur place, c'est très difficile de choisir un emplacement. On a changé 2 fois d'emplacement parce que c'était vraiment... il y a beaucoup de signes, il y a beaucoup de marques qui ne sont pas présentées justement par les cartes et qui sont difficiles à analyser parce qu'on n'a pas le regard on n'a pas l'habitude de ces marques-ci. Et donc, c'est en vivant les lieux, je dirais, qu'on comprend ces règles et qu'on comprend... Mais en rencontrant les gens et en questionnant, personne n'a choisi son emplacement du premier coup. Il y a toujours un déplacement, c'est vraiment, oui, en vivant les lieux que ton campement se fait. Après, dans les documents que je présente, l'idée, c'est vraiment d'insister sur, c'est pas des images... je prétends pas en fait représenter la ville aujourd'hui. Je représente la ville que j'ai rencontrée
lors de mon voyage. C'était à cet instant T. C'était du 25 novembre au 5 décembre 2017. Et donc, tout ça a déjà changé aujourd'hui. C'est vraiment de montrer une dynamique et une explication dans l'évolution d'une ville. C'est ça. Merci. Je trouvais vraiment intéressant l'histoire que tu nous as racontée, et notamment cette ville militaire qui a disparu et dont les traces permettent à quelque chose d'autre d'arriver. Et c'est vrai que quand au début tu nous as montré ces traces, ces cartes que tu avais reprises historiques, je m'attendais en fait à voir une sorte de ville reconstruite autour d'une structure qui était la même. Et en fait, à voir ta vidéo, et ben en fait ces lignes fortes, ces routes, on les oublie un peu. Et ce qui m'apparaît avec cette vidéo, mais c'est une question, c'est que j'ai l'impression qu'on a plus une sorte d'archipel, en fait, des îles un peu autonomes avec des découpages nouveaux et puis des nouvelles manières de marquer le territoire qui sont plus du tout orthogonales, par exemple. Et puis entre ces îles, comme tu nous parlais de grandes zones désertiques, et je me demandais, toi qui as arpenté, qui as marché entre ces îles habitées, qu'est-ce qui se passe en fait? Est-ce qu'on a entre îles habitées des choses qui se passent, collectives peut-être? Dans l'idée, en fait, je vais répondre d'abord à ta première remarque. Donc oui, c'était un peu l'idée en fait en faisant une cartographie puis en représentant la ville, c'était de montrer justement, moi en arrivant sur le site, j'avais été frappée par j'avais vraiment des images dans la tête de qu'est-ce qu'allait être Slab City avant d'arriver par rapport aux cartes et aux documents que j'avais lus. Et en arrivant, j'étais complètement perdue. J'avais toutes ces routes que j'avais, cette grille que j'avais dans la tête du camp, justement, ces routes asphaltées, cette marque. Quand tu es rendu sur le site, elles n'existent plus vraiment parce que la végétation a repris ses droits, le sable a recouvert beaucoup de routes. On voit que la route principale ici, par exemple, c'est la plus marquée, mais il y a des routes qui parfois s'effacent. C'était donc ça aussi qui était intéressant de montrer dans la cartographie que j'ai réalisée, c'était de montrer, par exemple, on le voit sur l'image, les nouvelles routes qui ont été tracées par l'usage des véhicules. Il y a des circulations piétonnières ou aussi qui cheminent maintenant. Donc il y a comme une nouvelle trame qui s'est posée sur la trame du camp. Après, dans ta deuxième question des espaces communautaires, oui, il y a des espaces communautaires qui sont utilisés à différents niveaux. Ça, j'en parle en détail dans mon mémoire. On va avoir des lieux comme une bibliothèque avec de l'échange de livres. On a un café qui va proposer de venir avec un abonnement, prendre le café, des petits déjeuners par semaine. Ou il y a l'Internet Café qui propose d'avoir Internet gratuitement, puis des affaires comme ça. Mais c'est des lieux qui sont toujours utilisés, fréquentés par certaines personnes et certaines micro-communautés au sein de la ville. Et c'est seulement un seul lieu qui est la salle de spectacle qui s'appelle The Ranch. C'est le seul lieu qui va réunir tous les types d'individus. C'est un peu le lieu où tout le monde se fréquente. Parce qu'il y a quand même différents niveaux de population à Slab City, puis il y a beaucoup de clivage entre ces personnes et elles ne se mélangent pas beaucoup non plus. Voilà. Oui. C'est très court. Je vais essayer en français. Il y a une question esthétique de laquelle tu ne parles pas beaucoup, mais il y a certaines beautés sur les images, les dernières images, et spécialement dans les vidéos, que montrent quelque chose que normalement serait considéré moche,
pas belle, mais c'est incroyablement belle. Alors, qu'est-ce que tu penses de ça? Je suis d'accord. Il y a vraiment eu une volonté de représentation, d'esthétisation des lieux. Je pense qu'à la base, j'avais essayé d'avoir un regard neutre et d'avoir comme un compte-rendu. Finalement, je ne l'ai pas vraiment eu par cette démarche. Mais l'idée, c'est que tout ce qu'on véhicule sur Slab City, souvent, ça va être des documentaires chocs qui vont être sur la violence, sur le fait de vivre autrement, sur cette marginalité, Et je voulais plutôt dresser un portrait d'une réalité spatiale, puis sûrement d'une certaine beauté derrière cette violence apparente. Puis je pense que c'est ce qui a fait que ça rend comme ça aujourd'hui. Si ça a répondu. Oui. Merci.